Qui a dit que dans le football, seules les équipes qui raflent tous les trophées sont les meilleures? Le Milan d'Ancelotti est justement le contre-exemple parfait. Car dans les années 2000, les rossoneri n'écrasent pas particulièrement leur championnat domestique, mais ce Milan absolument redoutable était capable de se transcender dès lors que cette petite musique retentissait dans le stade. Finalement, c'est ce genre d'équipe dont les plus passionnés se souviennent encore, car avec son métier, son schéma tactique qui respire l'expérience, l'intelligence, la complexité, la maturité, la force tranquille, la sagesse, la classe, l'élégance, nous avons bel et bien affaire à une véritable école du football avec des anciens, des grands frères. C'est bien simple, il n'y avait quasiment que des légendes dans cet extraordinaire AC Milan, des stars qui mériteraient à elles seules leur propre vidéo. Et pour ceux qui étaient là dans les années 2000, impossible de passer à côté d'une telle équipe, avec cette régularité qui à l'époque frôle l'insolence, des profils rares, entre regista, trequartista, mediano et mezzale, jusqu'à la fameuse tactique du sapin de Noël de Don Carlo, retour sur l'incroyable AC Milan des années 2000. Novembre 2001, l'entraîneur turc Fatih Terim est remercié par les dirigeants rossoneri après un mauvais début de saison. Carlo Ancelotti, libre, prend sa succession. Le retard accumulé en championnat ne leur permet pas malheureusement de décrocher un titre en fin de saison, mais la confiance est retrouvée. Engagés en Europe, les Rouges et Noirs se hissent dans le dernier carré de la Coupe UEFA avant d'arracher une 4e place en championnat, synonyme de Ligue des Champions l'année suivante, une compétition très chère au club lombard, au bon souvenir du Milan d'Arrigo Sacchi et de Fabio Capello, dont on reparlera un jour sur la chaîne, puisque c'est lors de cette fameuse période que naquit l'un des plus grands trios de l'histoire du football, les trois Néerlandais, Rijkaard, Gullit et Van Basten. Et de cet effectif magique datant de la fin des années 80, début des années 90, il reste entre guillemets deux survivants. D'abord l'enfant de la maison, Paolo Maldini, dont le père, Cesare Maldini, a soulevé la première coupe aux grandes oreilles du club en 1963, et l'autre grand défenseur fidèle à la légende Franco Baresi n'est autre qu'Alessandro Costacurta, que l'on surnomme au club Billy. Voilà pour les hommes sur le terrain, parce qu'on a un troisième qui est sur le banc et qui était déjà là à l'époque de Sacchi. On parle bien sûr de Carlo Ancelotti. Et donc avec autant de cerveaux qui connaissent parfaitement la recette du succès, le plat risque d'être très salé. Et pour épauler les défenseurs, un élément dont on ne parle pas assez, Alessandro Nesta va faire de la défense du Milan une véritable forteresse, et afin de conquérir de nouveaux sommets, il va falloir créer. Et ça tombe bien, puisqu'Ancelotti dispose d'un merveilleux créateur dans son milieu de terrain, un certain Andrea Pirlo, qui grâce à ses qualités de passe extraordinaires, qu'elles soient courtes ou longues, sera repositionné au Milan par Ancelotti au poste de regista, tout comme l'avait fait son ancien coach Carlo Mazzone à l'époque où Pirlo jouait à Brescia. Car non, Pirlo n'est pas un numéro 6 à proprement parler, c'est ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, un regista. J'en avais parlé dans la vidéo qui lui a été consacrée, mais pour rappel, un regista est un profil aussi rare que magnifique dans son appellation, puisque c'est un profil qui doit être un leader technique très notoire. Comme un numéro 10, mais placé très bas, en position de 6, et qui aura pour mission de coordonner tout le milieu de terrain, avec toujours ce petit coup d'œil lorsqu'il n'a pas le ballon. Et dans ce registre, Andrea Pirlo était un maître absolu, doté d'un toucher de balle et d'une précision impressionnante, tout cela mêlé à une vision du jeu bien au-dessus de la moyenne. Le maestro est un atout primordial du Milan d'Ancelotti. Et dans cette équipe, le regista sera très souvent épaulé par plusieurs milieux de terrain, ici le professeur néerlandais, Clarence Seedorf, ainsi que Gennaro Gattuso qui fermait le jeu, ou encore un peu plus devant la facilité technique du meneur portugais Rui Costa, des atouts majeurs qui feront office d'armes redoutables pour ces Lombards. Et si Maestro Pirlo sera en charge de l'animation du milieu de terrain pour dénicher tous les espaces, Massimo Ambrosini à sa gauche et Gennaro Gattuso à sa droite seront en quelque sorte ses assistants, et dans le vocabulaire très riche du football italien, on appelle ça des medianos. Leur objectif sera donc de couvrir et de stabiliser l'arrière-garde milanaise tout en montant sur les côtés, en jouant avec les latéraux et les milieux offensifs comme Seedorf à travers un jeu en triangle, et ce pour faire progresser le jeu. En ce qui concerne Gattuso, vous connaissez le personnage, avec lui tout sera beaucoup plus destructeur. En revanche, le rôle de Clarence Seedorf, l'excellent technicien néerlandais, sera beaucoup plus offensif. On va définir son rôle ici comme un mezzala moderne. Un mezzala, au pluriel mezzale, est un numéro 8
si vous préférez, à savoir un joueur placé dans le demi-espace, la partie du terrain située entre le milieu et l'aile, et dont le rôle sera de dénicher tous les espaces disponibles, toutes les brèches que l'adversaire va laisser afin de créer et servir les attaquants. Et en plus, Seedorf était un excellent frappeur, doté d'une puissance physique faisant de lui un footballeur très complet. Cette coordination du milieu de terrain était primordiale pour assister les deux vieux briscards, les arrières latéraux Paolo Maldini, 34 ans en 2003, presque 35, et Alessandro Costacurta, 37 ans. Car après une bonne course sur l'aile, Massimo Ambrosini et Gennaro Gattuso pouvaient colmater les brèches le temps que les deux vieux papis puissent revenir tranquillement à leur poste, souvent couverts par le défenseur géorgien Kaka Kaladze, qui pouvait également jouer au poste de latéral gauche. Ancelotti aurait très bien pu élaborer ses stratégies sur le long terme, en tout cas elle a permis au Milan de remporter en 2003 la Ligue des Champions après une finale peu mémorable il faut le dire, aux dépens de la Juve de Del Piero et Trezeguet, lors de la séance de tir au but après un triste 0-0. Ce Milan, propre et efficace à l'image de Paolo Maldini qui soulève 40 ans pile après son père, la coupe aux grandes oreilles, se montre impressionnant et pragmatique. Mais on est encore loin du Milan spectaculaire que l'on verra par la suite. Et pourtant une Ligue des Champions, c'est pas rien. Mais Carlo Ancelotti a une autre idée. Car pour s'inscrire dans la durée, il va falloir davantage utiliser le potentiel offensif. Se renouveler, certes, sans pour autant casser la bonne dynamique. Le club rossonero va donc recruter malin en 2003, en faisant venir la star brésilienne, Cafu, 33 ans, 3 finales de Coupe du Monde dont 2 remportées, et malgré son âge avancé, il est le profil type d'un arrière-droit moderne. Expérimenté, tout en apportant du surnombre au milieu de terrain pour aider la construction des phases offensives. Ensuite, Ancelotti trouve que Rui Costa commence à vieillir, il va donc falloir lui trouver un remplaçant, à savoir un véritable joyau, le grand espoir brésilien, Kaka. Plus ou moins le même profil que Totti à la Roma, dans le jargon du football italien, on le définit comme un 3/4, un trequartista. Un profil qui colle parfaitement avec un regista et 2 assistants sur les côtés. On ne laisse rien au hasard dans ce Milan, vous avez vu, c'est vraiment très spécifique. Et donc ce trequartista sera lui aussi très à l'aise techniquement et devra amener les ballons dans la surface afin de totalement transformer l'animation offensive du Milan. Mais pour que son talent soit mis à contribution, il faut autour de lui des finisseurs exceptionnels. Et cet attaquant exceptionnel, c'est un Ukrainien, en la personne d'Andrei Shevchenko, l'un des meilleurs numéro 9 de sa génération, mais aussi le Danois Jondal Thomasson qui a marqué beaucoup de buts lors de sa seconde saison en Lombardie, et bien sûr le non moins talentueux Filippo Inzaghi, Super Pippo comme on l'appelait, hélas très embêté par les blessures au genou, mais quand il était là, il ne laissait pas grand monde indifférent. Quel centre. Et ça va se payer. Toutes ces petites erreurs se payent content. Alors Inzaghi, c'est ce genre d'attaquant qui va accrocher ton maillot, comme ça, il va se l'enrouler autour du poignet, et là il n'y a pas de profil particulier, dans un langage simple on appelle ça un poison, parce qu'au moment où le défenseur comprend qu'Inzaghi est en train de l'embarquer, le gars est déjà parti 10 mètres derrière, il va marquer son but, il va faire un effort incommensurable pour célébrer, ce qui a le don d'agacer beaucoup de monde, y compris l'ancien entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, qui a dit qu'Inzaghi, selon ses mots, était né hors jeu. Un petit malin qui savait parfaitement contourner le règlement. Alors pour ceux qui l'ont pas connu et pour vous donner une image, imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage, il n'y a aucun moyen d'avancer, et tout à coup, vous voyez cette voiture qui arrive à se faufiler sur les côtés et qui passe par le trottoir, par des endroits où elle n'a pas le droit de passer. Et cette voiture ne s'est pas fait prendre parce que forcément les flics sont jamais là quand il faut, mais au final, elle est passée. Et ben Inzaghi c'était ça. Quand vous êtes en face, c'est horrible, mais quand vous l'avez dans votre équipe, vous tenez un autre discours, parce que disons les choses, c'est avec ce genre de fou qu'on gagne les plus grands trophées. En 2003-2004, la saison des Lombards est quasi parfaite en Serie A, seulement 2 défaites en championnat, les protégés d'Ancelotti s'adjugent le Scudetto, une prouesse qui verra son attaquant Sheva, Andrei Shevchenko, soulever la plus prestigieuse des récompenses individuelles en fin d'année 2004, un ballon d'or qu'il doit bien sûr à lui-même, mais aussi à Kaka, avec qui il forme un duo extrêmement polyvalent. Sauf que dans les matchs de coupe, cette saison 2003-2004 est un petit peu un ovni pour ce club qui est pourtant très bon dans ce domaine. A commencer par une déroute 4-0 en demi-finale de Coppa d'Italia face à la Lazio, mais surtout une élimination incompréhensible en quart de finale de Ligue des Champions face à la Corogne. Les Milanais l'avaient pourtant largement emporté à l'aller, 4-1, grâce à Kaka 2 fois, Shevchenko et Pirlo. La démonstration de force est absolument merveilleuse, mais au retour, au Riasor, les rossoneri vont inexplicablement sombrer. Pandiani, Balleron, Fran et Luque vont faire couler le navire milanais sur le score fleuve de 4-0. Les Galiciens éliminent des rossoneri certainement trop sur 2,
Comme quoi personne n'est jamais à l'abri d'une remontada. Pour oublier cette immense désillusion, des renforts vont suivre avec les défenseurs Jaap Stam, pas le plus gentil d'ailleurs, mais aussi Hernan Crespo qui rejoint ce quatuor d'attaquants de grande classe, Shevchenko, Inzaghi, Thomasson et désormais Crespo, en sachant qu'Ancelotti pendant ce temps-là commence à déjà user de son 4-3-2-1, un schéma en sapin de Noël, même si en 2005, le Milan jouera plus souvent un 4-4-2 en losange qui va lui permettre de faire tourner ses 4 joueurs sans changer de système, et cette fois dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le Milan d'Ancelotti se montre intraitable. Vainqueur d'un groupe avec le Barça de Ronaldinho et Eto'o, la tactique de ce Milan effraie l'Europe entière, au point de battre le Man United de Ferguson 2 fois, gagné à Old Trafford à l'époque étant un exploit que l'on croyait impossible, mais les Rossoneri l'ont bien fait. Et en quart de finale, les protégés d'Ancelotti éliminent leurs voisins interistes, mais avec hélas un match retour qui ne s'achèvera jamais suite à des jets de fumigène des supporters nerazzurri. Une triste image qui en révélera une autre absolument merveilleuse entre Materazzi et Rui Costa. Eux au moins ont compris qu'à la fin, ce n'était que du foot. Et en demi-finale, le Milan se sort du piège tendu par le surprenant PSV Eindhoven, un piège dans lequel l'OL de Nilmar était tombé au tour précédent. Les Milanais s'imposent 2-0 à l'aller, mais au retour, ils se feront très peur. Les Néerlandais mènent 2-0 et sont même très proches d'arracher la prolongation, mais Ambrosini réduit l'écart à la 91e minute de jeu. Heureusement d'ailleurs, parce que Philippe Cocu inscrit le 3e but 1 minute plus tard, score final 3-1 pour le PSV. Milan s'incline, mais se qualifie grâce à ce but à l'extérieur de son milieu italien. Alors pour savoir si le club rossonero est effectivement le roi d'Europe, rendez-vous à Istanbul en 2005 pour une finale légendaire. Les Lombards abordent fièrement cette fameuse tunique blanche, question de superstition puisqu'ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers titres dans cette compétition, avec sur les épaules cette Maglia Fortunata, un maillot blanc porte-bonheur qui en effet les portera en cette première période dans cette finale face à Liverpool. D'abord par Maldini, après 54 secondes de jeu sur ce coup franc de Pirlo, et ensuite par Crespo 2 fois, avec cette magnifique ouverture de Kaka. Le score est de 3-0 à la mi-temps. Encore une fois, la puissance du milieu de terrain milanais est telle que dans les vestiaires, tout le monde pense avoir gagné. Sauf que ce match n'est pas fini parce qu'en face, Liverpool est le roi des retournements de situation. Le miracle d'Istanbul est inscrit dans la légende. Menés 3-0, les Reds reviennent à 3 partout et s'imposent même au terme de la séance de tir au but. Terrible désillusion pour les Rossoneri, si terrible que le maestro Pirlo pensera même à arrêter sa carrière ce soir-là. Mais la force des champions, c'est de ne jamais abandonner, même quand on semble être au fond. La saison suivante, l'effectif milanais est presque inchangé, avec tout de même une arrivée notoire, celle de l'arrière-gauche tchèque, Marek Jankulovski, qui va apporter encore plus de profondeur au banc milanais, Jankulovski étant malheureusement trop sous-estimé, car il sera très important sur son côté gauche. Autant que l'attaquant italien Alberto Gilardino, qui a su parfaitement s'adapter au dispositif d'Ancelotti, et en Ligue des Champions, Milan décroche les étoiles, en écrasant d'abord en 8e de finale le Bayern de Michael Ballack, et ce malgré une belle frayeur en quart de finale face à l'Olympique lyonnais. Les Rossoneri retrouvent une nouvelle fois le dernier carré de la C1, mais ne peuvent rien face au Barça de Ronaldinho et Giuli. Petit séisme d'ailleurs, c'est la première fois que le Milan d'Ancelotti perd à domicile dans la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Une sacrée série qui a donc pris fin ce soir-là en 2006. Alors pour rester au sommet en 2007, Ancelotti devra inévitablement opérer des changements après le départ de sa star ukrainienne Andrei Shevchenko pour Chelsea. La splendide période du Milan des années 2000 semble toucher à sa fin, d'autant qu'en championnat, la Juve et le Milan sont impliqués dans ce qu'on a appelé le Calciopoli, le scandale des matchs truqués, avec comme sanction un retrait de points en championnat, impossible de jouer le titre en 2007. Ils vont donc tous se concentrer sur leur compétition préférée, mais cette fois en 2007, Carletto va concocter un système qui va devenir une de ses signatures, le fameux sapin de Noël, avec Maldini du haut de ses 39 ans et qui repasse en défense centrale pour laisser le poste à Jankulovski, et le petit dernier à droite, Massimo Oddo, arrivé en janvier 2007 de la Lazio, et bien sûr ce milieu à 3 légendaire composé de Maestro Pirlo, et plus haut, l'increvable professeur Clarence Seedorf veillera sur son élève Kaka pour servir soit Inzaghi,
soit Gilardino en pointe. Quelle profondeur de banc. Certes une équipe assez vieille, mais dont l'alliage avec les jeunes fonctionne parfaitement. Dans cette équipe en fait, il y a du talent, il y a du génie, il y a de l'expérience, tous les ingrédients nécessaires pour former une magnifique équipe. Et même si ce Milan est un peu poussif par moments, lorsqu'il accélère la cadence dans les moments de vérité, il contrôle parfaitement son adversaire. En témoigne cette demi-finale contre le grand Manchester United de Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney, une défaite à l'aller, certes, mais avec 2 buts inscrits à l'extérieur, presque synonyme de victoire. Tant ce Milan s'est montré supérieur dans beaucoup de domaines à Old Trafford. On se souvient forcément de ce but de Kaka qui, en solitaire, va s'amuser au milieu de la défense mancunienne. C'est fou de se dire que le Manchester United de cette époque écrasait la première ligue. Mais lors de ce match aller, ils se sont imposés assez miraculeusement, faut le dire, parce qu'au milieu de terrain, ils se sont fait bouffer. Et les craintes des supporters mancuniens étaient réelles, parce qu'au match au retour, l'exceptionnel Kaka en pleine bourre, ainsi que Seedorf et Gilardino, vont parachever la démonstration à San Siro sur le score de 3-0. 3-0 face à ce grand Manchester United. Cet incroyable Milan fait une fois de plus parler son savoir-faire et sa maîtrise des grands événements. Et l'affiche de la finale de 2007 sonne comme un air de revanche, puisque les Rossoneri retrouvent Liverpool, cette fois à Athènes, et toujours dans ce maillot blanc fétiche. Mais cette fois, le titre va leur sourire, enfin. Cette équipe a fait de l'Europe son marchepied, à l'image de ce coup franc de Pirlo, qu'Inzaghi va dévier du torse. Mais moi ce qui me fait marrer, c'est qu'Inzaghi va célébrer ce but comme s'il avait fait exprès. Car bien sûr, selon l'intéressé, c'est du pur génie, sacré pipeau. Ce Milan, solide et appliqué comme jamais, domine cette finale de la tête et des épaules, malgré une réduction de l'écart en fin de rencontre par Kuyt. Milan s'impose 2-1 et soulève sa 7e et dernière Ligue des Champions en date, la 5e pour le grand Paolo Maldini, rendez-vous compte, lui et Costa Curta étant à jamais associés, à la fois au Milan de Sacchi et maintenant au Milan d'Ancelotti. Et pour Clarence Seedorf, il est encore à ce jour le seul footballeur à l'avoir remporté 4 fois avec 3 clubs différents. L'Ajax en 95, le Real Madrid en 98 et le Milan 2 fois en 2003 et 2007. Quelle classe! Et pour couronner le tout, en fin d'année 2007, juste avant l'hégémonie Messi-Ronaldo, Kaka se voit décerner le Ballon d'Or, un autre lauréat au sein de ce Milan tout simplement bluffant. Le Milan d'Ancelotti était une magnifique équipe, complète, complexe aussi de par sa tactique, avec une palette tellement large et tellement difficile à lire pour l'adversaire, le tout avec des individualités dotées d'une qualité technique exceptionnelle et d'une lecture du jeu époustouflante. Mais surtout cette équipe était extrêmement régulière, car hormis l'accident en 2004, Milan a toujours été en demi-finale de Ligue des Champions entre 2003 et 2007. Pas de doute, la troupe d'Ancelotti est un sacré mastodonte du football européen, leader incontesté du classement UEFA durant cette période. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'était une équipe qui avait régalé nos soirées Ligue des Champions, autrefois en clair, sur TF1, et qui porte fièrement la définition même de ce qu'est la maturité, l'expérience des grands soirs. L'AC Milan est encore aujourd'hui le 2e club européen ayant remporté le plus de Ligue des Champions, derrière l'OVNI madrilène. Même si aujourd'hui, malgré un Scudetto remporté en 2021, le Milan n'a plus jamais atteint les monts et merveilles de la période Sacchi, Capello ou Ancelotti, le club lombard est et restera pour toujours une institution historique du vieux continent. On a beau détruire un stade mythique, mais tant que le football sera là, à jamais va perdurer l'histoire fantastique et glorieuse de l'AC Milan.